André Kiomba, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le vice-président de la Commission africaine pour la supervision des élections. On parlera élections avec vous. L'enrôlement, l'opération d'enrôlement terminée. Vous êtes une commission pour la supervision des élections. Avez-vous détecté quelques défaillances au cours de cette opération? Oui, vous savez que toute opération électorale ne peut pas manquer de défaillance. Il y en a eu, mais quand même nous avons dit saluer durant cette opération le bravoure de la Commission électorale nationale indépendante qui, à chaque fois qu'il y avait ce genre de difficultés, elle a pu mener tous les efforts possibles pour en décanter le plus vite que possible, particulièrement dans l'espace Kassai, où il y a eu un déploiement d'outils tardifs dans d'autres zones qui étaient touchées par l'insécurité, mais partout, les Congolais se sont fait enrôler. Selon les statistiques de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'opération d'enrôlement clôturée en RDC a fait état de 46 21 454 électeurs enrôlés. Et la répartition de ces électeurs enrôlés a été faite par catégorie, c'est-à-dire hommes-femmes, dont les hommes qui se sont fait enrôler étaient 24 231 197 hommes, et les femmes qui se sont fait aussi enrôler 28 790 257 femmes enrôlées. Donc femmes peu nombreuses. Femmes peu nombreuses, c'est ça la faille que nous avons bien enregistrée. Il n'y a pas eu vraiment le moyen nécessaire qui pouvait permettre aux organisations de la société civile et les partis politiques de mobiliser les femmes à s'enrôler massivement comme dans les deux cycles électoraux passés, c'est-à-dire 2006 et 2011. Et les politiques qui devraient aussi se donner beaucoup plus à la mobilisation de ces électeurs n'étaient pas sur le terrain. Ils étaient que dans les médias en train de chercher une transition sans, avec et comment la désignation du Premier ministre, mais oubliant qu'un pays qui ne soit pas passé par l'identification d'abord de ses habitants, c'est-à-dire le recensement, une fois organisé l'opération d'identification et enrôlement des États, c'est ça même la préparation, c'est là où les fraudes électorales commencent. Alors, ils ont été tous absents sur le terrain, les partis politiques n'ont pas déployé leurs témoins. Alors, c'est la CENI qui a donné les chiffres comme un dieu absolu et dont tout le monde est censé obtempérer. Est-ce que le nombre d'enrôlés que la CENI a donné est-il vérifiable? Par quelle expertise? Ou par quelle contre-expertise? C'est ça ce que nous disons, que les politiques étaient trop distraits, durant cette opération d'identification et d'enrôlement. Majorité tout comme opposition, ils étaient absents sur le terrain. Et donc, l'audit s'impose justement. Oui, bon, l'audit ne pas appliqué puisque la statistique de la CENI est remise en cause non plus. L'audit est effectué dans une opération d'identification d'enrôlement conformément aux standards internationaux qui recommandent l'unicité de l'électeur dans les listes électorales. C'est-à-dire on doit passer maintenant par le dédoublon, on doit détecter les gens qui se sont fait enrôler 3, 4, 5 fois, et nous félicitons aussi l'expertise de la CENI qui a un logiciel qui détecte déjà au moins l'âge de chaque électeur. C'est-à-dire tout électeur qui se fait enrôler en dessous de 17 ans, au-delà, sera au moins rayé dans le fichier électoral. Voilà au moins ce que nous avons salué. Mais il y a certains politiques qui exigent également l'audit extérieur. Oui, c'est cet audit extérieur que je suis en train de vous parler, mais la CENI maintenant est en train de travailler maintenant pour éliminer d'abord les dédoublons, mais cet audit aura lieu, si tout allait bien, selon les calendriers de la CENI, le
du 6 au 25 mai. Du 6 au 25 mai, l'audit extérieur viendra maintenant certifier le fichier électoral congolais. Alors, personne n'a refusé cet audit. D'ailleurs, c'est parmi les critères de confiance dans la gestion du processus électoral, que ce soit la CENI, que ce soit les partenaires politiques, ont besoin de cet audit pour connaître réellement les électeurs qui se sont fait enrôler entité par entité avant la loi sur la répartition des sièges. Puisque vous savez qu'il y a beaucoup de provinces qui ont fraudé. Il y a des bébés de 3 ans avec des cartes d'électeurs. Mais pensez-vous vraiment qu'avec ce genre de fichiers, nous pouvons vraiment avoir de meilleures élections sans qu'on passe par l'audit? L'audit s'impose. Il faudrait nécessairement qu'on fasse cela de sorte que nous ayons un fichier fiable. Alors, l'opération d'enrôlement terminée sur toute l'étendue du pays, mais l'enrôlement de la diaspora tarde toujours et on voit déjà la CENI qui s'élance dans la sensibilisation de la machine à voter. Oui, madame, vous devez quand même faire la part des choses puisque la diaspora n'entre pas dans les calculs de la répartition des sièges. La diaspora va participer à une seule élection du président de la République qui n'a qu'une seule circonscription électorale nationale et internationale. Ils ne vont pas passer par l'élection des députés nationaux, provinciaux et au local non plus. Étant donné que l'élection est prévue le 23 décembre 2018, il y a si nous vérifions les calendriers publiés par la CENI, il y a une date précise, je pense que ça doit être au mois d'août que l'on doit commencer l'enrôlement de la diaspora. Cela ne peut pas empêcher la sensibilisation de la population sur la machine à voter non plus, étant donné que celle-ci est une innovation. Cette innovation est en train de donner des craintes aux partenaires politiques qui, pour eux, estiment que cette machine à voter, elle s'appelle machine à tricher. Alors, on va y revenir justement. Oui. La CENI a tout intérêt et tous les partenaires impliqués de mobiliser les électeurs pour leur montrer que cette machine à voter n'est pas une machine à tricher, c'est une technologie, c'est une innovation congolaise qui a été au moins mise en place pour répondre aux obligations de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'organisation de ces 3 scrutins le même jour n'est pas une messe à dire. Il faudrait nécessairement que... Mais on l'a fait en 2011. Non, on l'a fait en 2011. En 2011, c'était le président de la République et les députés nationaux, pas les provinciaux, madame. Mais ici, nous avons un processus électoral qui ne soit pas comparable ni au cycle électoral de 2011, ni au contexte politique et électoral de 2006. Mais la CENI s'est prononcée quand même parce qu'il a été invité aussi. La CENI s'est prononcée, en se prononçant, c'est ainsi qu'elle a mis en jeu sa technicité. Sa technicité d'abord, c'est la loi qui doit fixer les seuils pour le calcul des sièges qui a été promulguée par le chef de l'État, la loi électorale. Là, c'est déjà un acquis. Et maintenant, la machine à voter devient un outil qui la servirait pour la bonne gestion. La machine à voter contestée par les politiques qui n'a même pas aussi. Ce n'est que normal, c'est un débat démocratique puisque l'on ne peut pas s'imposer dans une démocratie, imposer à un partenaire qui émet des doutes à une machine dont il ne connaît pas son fonctionnement ni ce qu'elle peut donner comme résultat. Étant donné que ces derniers sont en train de compétir pour la conquête du pouvoir, ils ont plein droit de contester cette machine. Et c'est à la CENI maintenant de produire tous les efforts possibles pour montrer à ses partenaires politiques de l'opposition les bien fondés de la machine. Mais les bien fondés, la machine a été emmenée au Parlement. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, la machine n'a pas bien fonctionné. Mais est-ce que le jour des élections, parce qu'on ne vote qu'un seul jour, est-ce que ces machines sur toute l'étendue du pays vont fonctionner? Le travail, vous savez que l'élection ou les élections en général sont techniques. Et n'oubliez pas que lorsque nous parlons de la technique, il peut y avoir des hydratats. Et ces hydratats, lorsqu'ils sont corrigés par le même technicien, on ne va pas en faire une chanson. C'est normal que ce genre d'événements arrivent. Peut-être que ceux qui ont été envoyés au Parlement, c'était des profanes. Et au jour d'aujourd'hui, la CENI est appelée de mettre en place de personnels compétents qui ne peuvent en aucun cas, puisque vous savez que l'élection
est différente de l'enrôlement. L'enrôlement, il faut au moins, conformément à la loi portant identification et enrôlement des électeurs, c'est 90 jours par entité ou par aire opérationnelle. Mais l'élection, c'est un seul jour pour l'ensemble du territoire national et international. Alors la machine à voter devient maintenant l'instrument qui doit apporter une solution idoine à la crise politique et électorale en RDC. La CENI ayant constaté ces horaires, peut-être les personnels qui ont été envoyés, moi j'ai déjà assisté à plus de 3 exercices d'assimilation de cette machine à voter, en commençant par Kananga où on l'a présenté pour la première fois lors de l'évaluation du processus électoral avec les 500 au Palais du Peuple et dans les différents cadres de concertation organisés par la CENI avec le partenaire technique, financier, journaliste, ainsi que les acteurs de la société civile qui sont spécialisés de la question électorale. Je n'ai jamais constaté en aucune des fois le blocage de cette machine. Ces constats, c'est par rapport aux personnels qui ont été affectés à cette fin, qui ne maîtrisaient pas le fonctionnement de la machine. Mais pourquoi ne pas laisser les votes manuels? Est-ce que, d'abord, c'est ça aussi la question, la machine à voter est-elle un vote électronique ou manuel? Oui, bon, et c'est ça. Mais vous savez que cette machine à voter que nous avons aujourd'hui au Congo, nous avons déjà assisté à des élections qu'on appelle électroniques, madame. Nous devons quand même faire la part des choses. La RDC, au jour d'aujourd'hui, n'est pas en mesure d'organiser les élections électroniques, puisque les infrastructures que nous avons ne peuvent en aucun cas permettre qu'il y ait l'organisation de ces élections électroniques. Que veut dire élection électronique? Ce sont des machines qui sont connectées sur réseau. C'est-à-dire, on prend la machine qui est à Ouvira, on la connecte avec la machine qui est à Mwanda, il y a un logiciel qui gère le scrutin. Mais entre et le bulletin de vote, madame, n'est pas en dur, le bulletin de vote n'est pas manuel, n'est pas en dur. Le bulletin de vote est virtuel. Nous avons déjà assisté à cette élection. Vous ne verrez jamais le bulletin de vote, madame. Mais lorsque l'on dit que le vote est semi-électronique, c'est-à-dire, les opérations se feront à 2 temps. Il y a au premier temps, c'est électronique. Électronique, ce n'est pas les machines qui sont connectées sur le réseau. C'est-à-dire, la machine a la possibilité d'imprimer les choix de l'électeur. Et l'électeur, après avoir fait son choix, il voit les candidats qu'il a choisis et il le met dans l'urne. Un bulletin en dur. Là, il ne s'agit pas de vote électronique. Est-ce qu'on comptera les bulletins qui seront mis en urne ou bien le nombre de bulletins comptés là-bas sur la machine? Il y a, puisque la structure de la prise en charge de l'opération des votes sera composée du président, vice-président de l'ascenseur, tel que ça a toujours été en 2006 et en 2011. Il n'y a pas de différence, madame. Mais du moment que nous avons l'urne, posez la question à ceux-là qui sont en train de crier partout, est-ce que les votes électroniques, on utilise l'urne? Mais en RDC, l'urne s'impose partout, pour une simple raison que l'architecture là que je viens de parler pourra passer par l'opération de dépouillement en présence des témoins, des observateurs, et ils vont signer le PV. Mais pourquoi tous ces approbations-là, justement? C'est pour des raisons de certitude, madame. Et du moment que l'on termine l'opération de dépouillement, on signe le PV, le résultat de vote, ainsi de suite, par les témoins, le président du bureau de vote. Il y a, là, nous avons déjà le résultat. Là, c'est en dur avec les stylos et des carnets tels que nous l'avons toujours fait. Mais il y a maintenant les votes électroniques. Là, les résultats électroniques, ça c'est le monitoring. Ça va nous aider, madame, pour qu'on n'attende pas le scrutin, le résultat de ce scrutin-là, 3 mois, 2 mois plus tard, puis ça crée souvent des suspicions et trop de troubles. La CENI va donner la première tendance qui sera électronique, qui serait maintenant confirmée par le résultat manuel. Et s'il y a écart? S'il y a divergence, madame, je crois que l'opération sera reprise dans des circonscriptions où il y a eu, ça dépendra, afin que je sache, sur le plan technique, l'opération sera reprise dans des circonscriptions où l'on va constater la différence de résultats entre le manuel et la machine. Et les dépouillements, entre l'électronique et les dépouillements manuels. Et je crois qu'il y aura l'opération dont les gens vont encore aller voter. Mais oui, nous avons connu, il n'y a pas qu'à candidater sur le électoral où il y a tricherie. Lorsqu'on annule l'élection, nous avons vu Befale, non?
Et ce n'est pas seulement que il y a eu d'autres circonstances. Non, mais justement, pourquoi compliquer tout ça? Non, on ne complique pas. C'est pour éviter la tricherie dont nous avons dénoncé depuis 2006 et 2011. Ces gens-là qui sont en train de décrier la machine à voter, c'est puisqu'ils n'ayant pas la maîtrise de l'outil, ils ne vont plus procéder à la tricherie telle qu'ils l'ont fait en 2006 et 2011. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant attaquer la machine, puisque c'est la machine qui va les empêcher à tricher tel qu'ils l'ont toujours fait. Mais à l'aide de la machine, on peut tout écrire, on madame, peut programmer déjà. Non, le programme, la machine n'a pas cette possibilité-là de programmer le résultat, madame. Du moment que vous choisissez le lecteur, vous voyez déjà et les bulletins seront remis à l'électeur pour qu'il voit également. Oui, lui-même, l'électeur imprime son choix. Son bulletin de vote est imprimé directement. Nous pouvons même changer pour ne pas appeler machine à voter, c'est une simple imprimante. Ça devient machine pour une simple raison qu'il y a un logiciel qui fait au moins les calculs de voix. Mais c'est une simple imprimante qui aide à l'électeur de voir son candidat et d'imprimer son choix, avoir des certitudes vraiment que j'ai choisi un tel. Mais c'est une dépense de plus, monsieur. Parce que déjà, l'ODEP a raison quand il dit que la CENI dépense, il fait des dépenses exorbitantes. Au moment de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, il a été recommandé à la CENI d'étudier les mécanismes qui pourraient permettre à ce que l'on ne dépense pas beaucoup pour l'organisation de ces élections. Mais avec la machine à voter, les gestionnaires de cette institution nous ont fait état d'épargne d'au moins de 300 millions de dollars par rapport à autant de tonnes que l'on pouvait voir. Mais les élections, on reste toujours à 1 milliard. Nous devons aussi rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que la machine à voter n'est pas en soi un problème. C'est une guerre économique, même avec les ambassadeurs que nous avons ici, qui, d'une manière ou d'une autre, devraient bénéficier la production de ces kits de vote à la RDC et qui, la Corée du Sud, a gagné le marché. Mais on dit que ce n'est pas passé par l'appel d'offres. Mais écoutez, madame, l'appel d'offres, ça peut aussi aller de gré à gré. Vous connaissez quelle pression la CENI est soumise aujourd'hui. Organiser les élections au temps conclu, après évaluation et les calendriers électoraux, si l'on lance maintenant l'appel d'offres, après combien de temps que l'on doit signer ces contrats? Mais ça doit suivre les marchés publics comme ça, les opérations, les processus d'acquisition. Madame, rien que l'opération d'identification et d'enrôlement. Lorsqu'on a lancé cet appel d'offres, il y avait des contestations de part et d'autre. Ne cherchez pas l'unanimité en RDC, puisque ça n'a jamais existé depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Ça a toujours été au moins le socle de tout conflit depuis que la RDC existe. Mais le problème, c'est quoi? Il faut d'abord tenir compte des contextes politiques dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui. Comment résoudre cette crise politique et électorale? Mais la CENI ne doit pas aussi prendre des décisions seule. La CENI est technique, madame. La loi donne à la CENI la possibilité de décider, et la loi électorale qui détermine les modes opératoires des scrutins donne à la CENI la possibilité d'organiser les votes manuels ou électroniques. En combinant les deux, je ne vois pas en quoi je peux dire aujourd'hui que la CENI est en dehors et n'a pas appliqué la loi, madame. La Constitution, est-ce que la machine La Constitution ne détermine pas les modes c'est la loi électorale qui détermine les modes opératoires des scrutins. Justement, la loi électorale, est-ce qu'elle dit que on va voter par la machine à voter, la machine semi-électronique? Les votes électoraux en RDC peuvent s'effectuer en électronique ou manuel, madame. Mais il y a un choix qui a été fait. Mais un choix par rapport. Mais nous avons les manuels, nous avons les dires. Vous avez encore besoin de quoi, madame? C'est ça, le grand problème chez nous, la machine à voter, tout ce qu'on est en train de l'habiller. À vrai dire, il faudrait nécessairement que l'on se parle en tant que Congolais. C'est la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui souffre de son application intégrale. Les uns, étant donné qu'ils ne se sont pas retrouvés aux affaires, veulent maintenant maquiller la machine à voter comme étant machine à tricher. Non, nous demandons aux Congolais d'être souriés, de se préparer au scrutin, pour que demain après demain, que nous arrivions quand même à dégager les institutions illégitimes. Même à la majorité présidentielle, certaines personnes
Je vous ai dit que la majorité présidentielle, ce sont les députés nationaux qui sont à l'Assemblée nationale, madame. Nous tous, nous avons assisté à cette élection macabre de 2011. Et comment ces gens-là sont arrivés à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils représentent réellement la volonté du souverain primaire? Est-ce que vous pensez que 30%, madame. Vous pensez que cette machine la plupart de ces députés qui sont en train de contester cette machine à voter, ce sont les élus acheteurs, tricheurs des scrutins de 2011. Vous pensez que cette machine à voter va résoudre les problèmes? À mon humble avis, je pense que si nous Congolais, nous sommes sérieux, nous devons quand même soutenir cette machine à voter, puisque c'est une innovation congolaise. Alors, nous devons nécessairement... Pourquoi nous étudions, madame? Pourquoi nous faisons nous sommes à l'université? Les Congolais eux-mêmes ont mis en place ces logiciels-là à travers la machine. C'est une technologie purement congolaise. Elle a été même testée par les présidents des processus électoraux à travers le monde entier. Et ça a été attesté que c'est une technologie vraiment qui était claire, qui départageait les tendances. Et, en fait, je ne sais pas comment. Mais pourquoi aujourd'hui, justement, faire rebondir, faire sortir cette machine à voter? Soutenons l'ingénierie congolaise, l'ingénierie électorale congolaise. La machine à voter là n'est rien d'autre que nos ressortissants, nos cadres universitaires de la Math Info, de l'INIKIN, de l'ISIPA, l'IS, ainsi de suite, qui ont mis en marche cette expertise que nous sommes en train d'appeler machine à voter. Monsieur... Si c'était l'Europe, ou la France, ou la Belgique, qui nous a donné ces logiciels, alors ça, ce serait un jeu parfait. Madame, vous devez retenir qu'il n'y a point de processus électoral parfait au travers du monde entier. Tout processus électoral est toujours entaché d'irrégularité. Mais nous devons chercher par tous les moyens à minimiser ces irrégularités de sorte que nous ayons le résultat qui puisse répondre aux standards internationaux et nationaux afin que les Congolais demain après-demain puissent se réjouir de leur choix. On entend déjà des réactions. Si vous parlez au niveau national que ce sont les gens qui ne se sont pas retrouvés au pouvoir, aux affaires, mais au niveau international même, il y a les États-Unis, il y a la France qui sont aussi contre cette machine. L'organisation des élections, madame, relève de l'indépendance d'un État. Alors, notre État étant indépendant, et sur le plan technique, l'Amérique ou la France, et encore la Belgique, n'a pas de compétences ou qualité d'imposer sa volonté aux organisations des élections en RDC non plus. Puisque il n'y a point de démocratie modèle. Vous n'allez pas comparer la démocratie américaine à celle de la France ou encore de la Belgique. La Belgique a un roi, la France n'a pas de roi, et ainsi de suite, les États-Unis de même. Madame, ils doivent nous imposer par rapport à quoi? Quand les élections sont organisées en Amérique, les Congolais partent là-bas pour leur demander non, voici les règles que vous devez appliquer. Nous devons être sérieux. C'est à nous d'attester l'opposition politique, majorité présidentielle ainsi que la société civile doivent au moins attester cette expertise congolaise. Si cette expertise peut apporter une solution idoine à la crise politique et électorale, madame, nous devons soutenir cela. Nous ne voyons pas de cela un problème. L'Angola a organisé ces élections. À quel niveau l'Amérique s'est imposée? Le Rwanda a changé sa constitution. L'Amérique et la France s'est imposées à quel niveau? Mais pour quelles raisons la RDC doit constituer une cible? Ce sont des partenaires que la CENI appelle toujours à soutenir. Il est de l'obligation constitutionnelle du pouvoir public d'organiser des élections. Mais toutefois, ils peuvent être en contact avec d'autres partenaires qui peuvent soutenir le processus électoral. Est-ce que la RDC saura aujourd'hui prendre en charge les processus électoraux? Madame, moi je ne suis pas, la Commission africaine pour la supervision des élections n'est pas gestionnaire des institutions. Mais toutefois, nous savons que la RDC n'est pas un pays pauvre qui peut manquer 500 millions pour organiser ces élections. 1,5 milliard. Non, d'abord 500 millions. Qui a été d'abord avancé par la CENI. Et c'est ça le premier vidéo pour les 3 scrutins. Et le reste, même 1 milliard sans voix, ça ne représente rien. Nous avons seulement un problème de gestion, c'est ça ce qu'il faut décrire. Donc, l'ODEP a raison quand il dit que la CENI dépense mal l'argent qu'on met à sa disposition. Bon, vous savez, madame, mais je crois que l'ODEP, si c'est une organisation de la société civile organisée et compétente, avant de mettre une déclaration, elle doit se servir de soubassement. Nous savons la CENI, quelle est qui est habilité à auditer la CENI. Ce ne sont pas nous les organisations de la société civile. Nous pouvons bel et bien constater.
C'est la Cour des comptes qui a ces possibilités, ces capacités d'auditer la CENI. Mais donner une déclaration d'emblée qu'ils sont en train d'utiliser abusivement les moyens donnés par la CENI, moi je me réserverai. En tout cas, ils ont donné des éléments qui. Bon, ici, ils ont pour d'abord donner. Je crois que nous tous nous avons effectué quand même un stage de fin d'études, madame. Quand vous êtes dans un stage, pour accéder aux données dans une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui soit facile. À un certain moment, chez nous au Congo, nous les payons. Et ce sont des fausses données que nous recevons. Les vraies données d'une entreprise, on ne les donne pas n'importe qui, madame. Et sur base de quoi elles peuvent au moins donner une déclaration pareille. Et donc vous mettez en doute la crédibilité de l'ODEP. Non, je ne peux pas, j'ai dit ceci, l'ODEP, avant de publier, elle doit se servir de soubassement. Si elle a des soubassements, elle ne peut que recourir auprès de la Cour des comptes, qui est mieux placée pour auditer la CENI, et nous allons constater tous ensemble qu'il y a une gestion. Mais nous avons besoin des élections. Si l'ODEP constate qu'il y a gaspillage des fonds, en tout cas, nous l'encourageons, mais de ne pas s'arrêter mi-chemin, mais de continuer au moins jusqu'à atteindre le résultat. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de réduire les coûts des élections? Mais la réduction des coûts des élections, c'est par la machine à voter qui vous soit proposée par la CENI. Vous avez encore besoin de commandes. Mais quand les chefs de l'État disent que les élections de 2011 ont coûté moins par rapport aux élections de 2000, je ne sais pas moi, quand on va de 18 ou je ne sais pas 19, je sais pas quoi. Est-ce qu'on doit choisir entre les développements et les élections? Bon, vous savez, ça c'est un discours politique qui n'a aucun trait électoral. Je crois que moi, mon débat est électoral. Si c'est une question qui engage les élections, je suis bien placé pour donner des réponses. Mais si c'est une question qui est en même temps, qui est comme étant considérée comme étant un projet qu'on donne pour tel, afin qu'on accepte tel pour briguer tel mandat, je ne pense pas que ce soit le moment. Nous allons apprécier cela au moment de la campagne électorale telle que fixée dans les calendriers publiés par la CENI, madame. Je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de faire le choix entre les élections et les développements? Mais je crois que le choix est clair. Le choix est clair, madame. Nous avons les institutions en dépassement de mandat. Ça, même si vous posez cette question à un enfant de l'école, mais il vous dira que moi j'ai besoin des élections. Nous avons besoin d'alternance. Nous avons besoin de changer ces gens. Nous ne pouvons pas continuer d'être gérés par des gens de glissement en glissement. Les institutions sont en fin mandat. Nous avons besoin des élections. Madame, nous avons besoin des élections. Les calendriers déjà publiés. Nous n'avons pas d'alibi. Mais les élections, est-ce qu'on peut aller aux élections avec ce climat ici? Oui, c'est ce que nous sommes en train de décrire de l'application intégrale de l'accord de la CESURVES. Puisque l'accord de la CESURVES, il y a une disposition de la déclaration. Donc vous soutenez la démarche du CLC? Il y a la décrispation politique, il faudrait nécessairement qu'on y arrive, de sorte que ces acteurs qui sont des acteurs politiques importants, qui sont à l'extérieur, qui sont en prison, puissent quand même retrouver la liberté d'exercer leurs fonctions en tant que politique, et des fois même à se présenter à tous les niveaux. Et ça, c'est une disposition de l'accord de la CESURVES dont tout le monde a signé. Nous soutenons, madame. On va finir par cette question. Corneille Nangaa qui déclare que si l'insécurité continue, par exemple à Ituri, ça risque d'impacter sur le processus électoral. Est-ce que... D'impacter négativement les processus électoraux. Justement, est-ce que c'est l'insécurité, est-ce que ça constitue des alibis politiques pour allonger les glissements ou comment? Bon, moi je ne suis pas les conseillers de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa est gestionnaire d'une institution d'appui à la démocratie avec autant de conseillers, mais sa déclaration, à mon humble avis, c'est à terme d'alerte. D'alerte, d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il faudrait, si le pouvoir est distrait, il doit quand même tirer beaucoup d'attention de ce qui est en train de se passer à Ituri, puisque nous avions aussi perdu beaucoup de Congolais, vous connaissez l'histoire, et impacter négativement. Mais vous savez qu'il y a un cadre de concertation qui s'occupe de la sécurisation du processus électoral. Mais lui, en tant que gestionnaire de l'institution CENI, qui a besoin de la paix pour organiser des élections, une fois qu'il y a une entité qui est touchée par l'insécurité, il ne peut que toucher les sensibilités, de sorte qu'ils puissent se saisir de leurs responsabilités pour rétablir la paix. Il n'est pas le ministre de l'Intérieur, mais sachez très bien que la gestion sécuritaire du processus électoral, le ministre de l'Intérieur y fait partie prenante.
Monsieur André Kiomba, vice-président de la Commission africaine pour la supervision des élections, Télé Tchang vous accorde la parole s'il faut s'adresser aux Congolais qui vont vous suivre à travers le monde. Bon, nous avons besoin, je crois que les compatriotes qui sont à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, il est bon moment que nous soyons d'accord que notre pays est en train de passer une crise sans précédent. Et le processus électoral que nous avons ici au Congo n'est ni comparable au contexte politique de 2011, électoral de 2011 et 2006. Nous avons un processus électoral spécial des gestionnaires des institutions qui sont en dépassement de mandat, en commençant le président de la République jusqu'au niveau le plus bas. Alors, notre souci le plus majeur est que nous allions aux élections le 23 décembre 2018. Et au cas où les pouvoirs n'arrivaient pas à organiser les élections le 23 décembre 2018, je crois qu'à ce moment-là, tout Congolais pourrait prendre ses responsabilités en tant que tel pour dire nous vous avons accordé le temps qu'il fallait. Nous sommes allés de dérogation en dérogation, c'est-à-dire de l'accord de la Saint-Sylvestre, de ceci, donc des glissements en glissements, et nous sommes arrivés à... Maintenant, le calendrier électoral fixe un timing de cette transition. C'est-à-dire, c'est partant de la date que le calendrier a été publié jusqu'au 23 décembre, nous connaissons déjà la date au moins que l'élection du président de la République sera organisée chez nous. Alors, soutenons-nous tous, de sorte que l'effort interne et externe arrive au moins à consolider la démocratie interne. Il y a des options qui s'élèvent de gauche et droite pour dire des soulèvements, nous allons ainsi de suite. Eh bien, j'aimerais quand même appeler l'opinion tant nationale qu'internationale et appeler nos frères et sœurs qui sont sur place et comprendre que ceux qui gèrent, comment sont-ils arrivés au pouvoir? C'est par la rébellion. Ils détiennent l'agenda des contacts où ils peuvent s'approvisionner en munitions et autres ainsi de suite. Mais s'ils décidaient aussi d'aller comme ça, c'est-à-dire nous allons reculer au moins autant d'années en arrière, plutôt de profiter quelques mois qui nous restent pour l'organisation des élections conformément à l'accord soi-disant, ainsi que la Constitution, obtenir une alternance qui permettrait à ce que nous ayons un nouveau président, les nouveaux députés nationaux et les nouveaux députés provinciaux. Ça permettrait que toutes les institutions soient renouvelées et que les choix du souverain primaire soient représentatifs à tous les niveaux. Nous ne voulons pas la guerre. Nous avons besoin de la paix. Sans la paix, on ne peut pas organiser les élections. Nos partenaires nationaux et internationaux doivent nous accompagner dans ces combats. De la machine à voter, j'appelle tout le monde à l'adhésion. C'est-à-dire l'adhésion de la machine à voter. Et si vous avez une contre-expertise de la machine à voter, il faut contacter l'organe habilité pour lui dire, vous avez dit la machine, moi je suis professeur de télé en informatique. Je sais qu'il y a ça, télévisé, un débat télévisé. C'est ça quand même un débat démocratique. Et nous allons voir si le prof qui a innové, qui a au moins la maîtrise de l'outil, peut nous donner les résultats contraires à ceux que nous sommes en train de vivre. Si tel n'est pas le cas, et cela ne soit pas considéré comme une fuite d'avance non plus, nous demandons à tout le monde d'adhérer à la machine à voter pour qu'on nous organise les élections apaisées en RDC. Monsieur André Kiomba, nous vous remercions. C'est nous, Commission africaine pour la supervision des élections, qui vous remercie et qui remercie tous nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur du pays, qui par nostalgie nous écoutent. Bana Congo. Merci.